Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut réaliser donc un crayon dynamique comme ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Eh bien, ça veut dire qu'on peut retravailler ce crayon de manière dynamique comme si on avait un objet paramétrique, c'est-à-dire un objet comme une primitive qu'on trouverait ici. Alors, en cliquant sur le crayon, vous voyez que ici j'ai deux paramètres, crayon et avancé, et on peut modifier directement les réglages du crayon via cette interface. On peut aussi le faire ici, hein, j'ai ajouté un affichage frontal, qu'on le fasse ici ou là, c'est pareil, donc on va le faire ici, je peux changer le nombre de côtés, vous voyez, donc je peux affiner le nombre de côtés de mon crayon, le minimum c'est 3, donc je vais revenir à 6. On peut changer la longueur hors pointe, donc là c'est la longueur du crayon hormis la pointe, voilà. Je vais revenir à 15. On peut changer la longueur de la pointe. Voilà, on peut la tasser comme ceci. Donc le minimum c'est 1. Voilà, je vais revenir à 1,5. Et le rayon aussi, donc on peut faire un crayon un peu plus grossier comme ceci. Voilà, un gros crayon comme on le trouve dans les écoles maternelles. Voilà, je vais revenir à 0,4. Et alors il y a finalement ici les subdivisions. Ça c'est un peu moins important. C'est si jamais après on convertit l'objet, eh bien on a des segments supplémentaires par exemple pour plier le crayon, ce genre de choses. Donc on va revenir à la valeur de 1. Voilà, donc l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment on peut utiliser Xpresso notamment pour réaliser cet objet donc dynamiquement modifiable via des paramètres. Donc c'est un objet qu'une fois qu'on l'aura paramétré, par exemple, on pourra le convertir en objet polygonal, pardon, pour notamment le texturer. Alors, on va donc utiliser Xpresso. Xpresso, c'est un langage d'expression, un peu comme les expressions qu'on trouve dans After Effects, sauf que dans Cinema 4D, ça se fait de manière visuelle en connectant des nœuds entre eux. Alors, pour montrer à quoi ça ressemble, voilà, donc ça c'est le Xpresso qui pilote notre crayon. Alors bien sûr, montrer comme ça directement quand tout est fait, ça fait peur. On voit tout ça, on se demande, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Bien sûr, on va tout refaire étape par étape, donc ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Et là, c'est clair que là, quand on voit ça, on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Bon voilà, maintenant que je vous ai bien fait peur, on va revenir dans la vue, et on va voir donc comment on a fait pour réaliser ce crayon dynamique. On va créer un nouveau document, voilà. On va commencer par créer un cylindre qu'on va orienter dans la direction plus Z, comme ceci. On va déjà mettre les valeurs telles qu'elles seraient par défaut, donc on va mettre 6 segments de rotation. On va mettre une hauteur de 15 et un rayon pardon, de 0,4. Voilà. On va se rapprocher, touche haut. Voilà. Et donc là, on a notre base qui est ici. Alors, je vais créer aussi euh, un cône qui bien sûr est gigantesque pour le moment, donc rayon de la base 0,4 comme pour le cylindre, hauteur 1,5, orientation plus Z pour pointer dans la direction comme ceci, segment de rotation 6 comme pour le cylindre. Alors segment de hauteur, on va en mettre 2, voilà, parce qu'on va avoir besoin d'un segment pour faire la mine, hein. Donc si je reviens temporairement sur mon autre projet, vous voyez qu'ici j'ai qu'une seule subdivision, c'est pour pouvoir par la suite texturer la mine. Je reviens en arrière. Donc maintenant il va falloir faire en sorte de positionner la pointe directement par rapport au corps du crayon. Tout ça doit se faire dynamiquement, donc il faut utiliser des stratagèmes. Alors il y en a différents, moi j'ai utilisé la technique de la spline. Alors, on va créer une MoSpline. Plutôt que de créer une spline manuelle, on va créer une MoSpline. Quel est l'intérêt? Parce que justement, c'est une spline qui peut se manipuler via des paramètres. Donc, on ne doit même pas la dessiner, on peut vraiment la redimensionner comme on veut. C'est beaucoup plus pratique. Donc, MoGraph, MoSpline. Voilà. On va aller dans les caractéristiques de l'objet. On va lui dire de s'afficher uniquement comme une ligne. Et le reste, pour le moment, ça peut rester comme ceci. Alors, on va bouger un petit peu. Et alors donc l'objectif c'est d'utiliser la spline pour dire voilà où va se situer en fait la pointe du crayon. Alors j'oubliais, ma spline pour le moment elle est un peu longue, elle fait 200, donc on va la mettre à 15, c'est-à-dire la même longueur que le corps du crayon pour le moment. Voilà. Sauf qu'il y a un premier problème, c'est que mon cylindre, vous voyez son point d'ancrage se trouve ici, son axe se trouve ici, au milieu, donc il y a une moitié qui va vers moins Z et une moitié qui va vers plus Z.
alors que si je prends la mospline, en fait, le point d'origine se trouve ici, et les 15 cm se déploient directement dans ce sens-là. Donc ça ne va pas du tout. Il faudrait que ceci se retrouve là-bas. Je pourrais très bien le faire manuellement, mais l'idée c'est que mon crayon se redimensionne et se déforme dynamiquement. Donc il va falloir faire en sorte d'opérer un calcul pour que ma spline se mette toujours convenablement par rapport à mon cylindre. Et c'est là que Xpresso va rentrer en jeu. Alors, on va créer un objet nul, neutre ici, voilà. On va mettre tous nos éléments à l'intérieur de ce neutre. On va renommer ce neutre crayon, voilà. Et on va faire clic droit dessus, propriété Cinema 4D, Xpresso. Voilà. Et c'est ici que ça va commencer. Alors, on va déjà mettre le crayon, ici sur le côté, on va le réserver, on en aura besoin plus tard. On va ajouter notre cylindre ici, on va mettre notre cône ici et notre mospline ici. Alors pour le moment, ils sont chacun dans leur coin, il ne se passera pas grand-chose, mais on va faire en sorte donc de rendre tout ça plus dynamique. Alors je redimensionne déjà un petit peu. Donc revenons en arrière sur la vue. Qu'est-ce que nous devons faire? Si nous regardons bien ici, en fait, la spline commence à partir du milieu du cylindre et se propage bien sûr au-delà du cylindre. Donc en fait, il faudrait pouvoir faire reculer la spline de au moins la moitié, pardon, du cylindre. Donc ici, si mon cylindre fait 15 de long, il y a 7,5 par ici et 7,5 par là. Mais donc la règle, l'équation, si on voulait dire qu'on pourrait remplacer, qui pourrait remplacer donc cette formule, c'est se dire ben voilà, il faut que retrancher donc la moitié de la longueur de mon cylindre ici pour que ma spline vienne toujours se coller bien au bout. Et c'est ce qu'on va faire via Expresso. Donc on va retourner Expresso. Et alors vous voyez, sur chacun des nœuds, ici, ceci ça s'appelle un nœud, on a une petite case bleue, une petite case rouge. La case bleue, c'est pour faire rentrer des données dans l'objet. La case rouge, c'est pour faire sortir des données qui viennent de l'objet. Alors ici, justement, on va devoir faire sortir des données de l'objet. Donc on va aller cliquer sur la case rouge, aller dans caractéristiques de l'objet et prendre sa hauteur. Donc pour information, si je clique sur cylindre, vous voyez objet, hauteur, se trouve ici. Donc c'est exactement ce que je suis allé chercher, pardon, donc caractéristique de l'objet hauteur. Et donc on va devoir faire rentrer ça dans la mospline, mais pas tout de suite, parce qu'en fait il faut non seulement diviser par 2 pour avoir donc le bon résultat, mais il faudra aussi après multiplier par -1, parce qu'en fait le mouvement va devoir se faire dans ce sens-là, vers la gauche, donc vers le moins. Tout ce qui se trouve par ici est en moins, en fait. Donc, on va créer pour ce faire des nœuds intermédiaires qui vont faire un calcul qui va finalement être envoyé à la mospline. Alors la mospline, elle, ce qu'il faudra modifier, c'est sa position Z. Donc, clique ici sur l'entrée, euh, coordonnées, position, position Z. Voilà. Donc finalement, tout le calcul va finir par aller vers la position Z de cette mospline. Donc ici, on va aller n'importe où dans la zone, on va faire clic droit, nouveau nœud de connexion, Expresso, calculer maths. Alors, ce n'est pas des maths très compliqués, vous allez voir. Donc ici, on va simplement faire rentrer la hauteur du cylindre dans la première entrée. Donc ça veut dire que quelle que soit la hauteur du cylindre, même si on la modifie par la suite, cette valeur sera rentrée ici. Donc vous voyez qu'ici par défaut, ce nœud-là est configuré pour être en addition. Nous, on veut qu'il soit en division. Voilà. Et donc nous, l'entrée 2, au lieu de choisir une entrée qui viendrait d'ailleurs, on peut simplement rentrer la valeur ici si on le désire. Donc nous, on veut diviser par 2 pour avoir la moitié du cylindre. Voilà. Et donc, ce n'est pas fini. En fait, si je sors ici et que je vais directement là-dessus, je vais louper une étape. Parce que le mouvement va se faire vers plus, comme je vous l'avais dit. Donc maintenant, ce résultat qui va être obtenu par le calcul qui est ici, à partir de la hauteur du cylindre divisé par 2, il faut le multiplier par -1 pour que la spline se positionne correctement. Donc, je vais régénérer un nouveau nœud, Expresso, calculer, maths. Je vais le mettre là. Voilà. J'essaie de faire de la place un petit peu. Voilà. L'espace est limité, hein. Voilà. Et maintenant, je vais donc dire que c'est une multiplication. Donc, je clique sur le nœud et dans les attributs, je choisis multiplication. Je fais rentrer la valeur qui sort de ce calcul ici. Et pour l'entrée 2, je mets -1. Voilà. Et après avoir fini tout ce calcul, eh bien, hop, voilà, je peux l'envoyer finalement vers la position Z de ma mospline. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si je vais voir dans la vue?
eh bien, on voit que ma mouse spline, ben, elle est bien mise là où il faut. Vous voyez, je clique dessus, vous voyez que mon point d'ancrage, mon origine de ma spline est bien tout au bout de mon cylindre. Et si je augmente la taille de mon cylindre, voilà, comme ceci, et que je reprends ma mouse spline, vous voyez qu'elle est toujours bien fixée à la fin de mon cylindre. Donc c'est ce qu'on voulait obtenir, c'est parfait. On va remettre 15. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser donc un tag d'alignement sur la spline pour faire en sorte que le cône, qui est la pointe, vienne se fixer au bout de notre cylindre. Alors on va faire clic droit sur le cône, propriété Cinema 4D, hop là, aligné sur la spline, et on va dire simplement, comme spline directionnel, ici, on va prendre la mouse spline. Et pour la position, maintenant du cône sur cette spline, on va mettre 100%, qui est le maximum. Mais on va avoir un problème, comme vous allez pouvoir le voir, je vais zoomer, eh bien notre pointe, elle n'est pas tout à fait au bon endroit, mais elle ne déborde pas en fait de notre crayon ici. Pour une raison assez simple, c'est que les coordonnées de l'objet sont calculées encore une fois par rapport à son centre, par rapport à l'axe, et l'axe ici il est au milieu du cône, il n'est pas à la base. Malheureusement, les objets paramétriques, on ne peut pas déplacer leur axe. Si je prends ici axe et que je veux bouger l'axe, il n'y a pas moyen. C'est un objet paramétrique. Et je veux qu'il le reste parce que je veux pouvoir piloter après les paramètres, c'est-à-dire donc le nombre de faces, etc. Donc comment faire? Eh bien il va falloir encore trifouiller au niveau du calcul. Alors, on va retourner dans Xpresso, on va prendre le cône, et on va prendre, caractéristique de l'objet, la hauteur du cône. Et alors, on va rajouter un Xpresso ici calculé mat, voilà, et je vais faire rentrer la hauteur du cône, et je vais la diviser par 2. Pourquoi? Parce que, en fait, l'axe, donc si on regarde bien, là je dois avoir une moitié là, donc en divisant par 2, je vais obtenir la distance qu'il y a entre le bord du cône et l'axe. Et c'est exactement la distance que je veux gagner pour faire en sorte que mon cône se mette bien au bout de ma spline. Donc ici, voyons voir, Xpresso, voilà. Alors, on a presque fini. Maintenant, c'est pas la position, on va devoir bouger, c'est la taille de la spline, en fait. Donc, on va regarder ici, quand je clique sur Mouse Spline, j'ai la longueur dans l'onglet basique. Donc, je vais venir ici, sur les zones, la case bleue, donc pour les entrées, clic, basique, longueur. Voilà. Et alors, la longueur, bon, je vais la remettre ici en haut pour plus de clarté. Eh bien, je vais ajouter, en fait, à ma spline la longueur du cylindre, donc la hauteur, plus la, la moitié donc, de la longueur du cône. Donc si vous me suivez. Donc ce qu'on va devoir faire ici, c'est ici on a la moitié qui est là. Voilà, donc ça divise la hauteur du cône par 2. Je vais rajouter ici un nouveau nœud de connexion qui va être calculé mat addition. Donc je vais faire rentrer donc la valeur ici divisée par 2 là, hop, et là je vais faire rentrer la hauteur du cylindre. Voilà, et je vais remettre comme ça. Et maintenant, finalement, après avoir fait tout ce charabia, on peut finalement sortir ici la longueur. Voilà, donc si je ne me suis pas trompé, euh, et qu'on teste ici, voilà, vous voyez que ça marche. En fait, ma spline est légèrement plus longue que mon cylindre pour faire en sorte qu'en fait mon cône soit bien placé, juste comme il faut, à l'extrémité du crayon. Donc maintenant, si je prends mon cylindre et que je redimensionne la hauteur, eh bien ma pointe suit tout le temps sans problème. Et c'est exactement ce que nous voulions. Voilà, donc si on revient sur l'Expresso, vous voyez que c'est un petit peu alambiqué. Il faut faire des divisions par-ci, des additions par-là, mais au bout du compte, quand on y réfléchit bien, c'est assez logique. Donc prendre la hauteur du cylindre, l'ajouter à la moitié du cône pour faire la longueur de la spline, afin qu'elle déborde un peu du cylindre,
Et pour que la spline soit bien calée à la fin ou au début, si on préfère, du cylindre, c'est faire une division du cylindre par 2, multiplier cette valeur par -1 pour avoir une valeur négative, et envoyer cette valeur négative vers Z pour positionner correctement la spline. Voilà, c'est un peu de mathématiques, mais au bout du compte, c'est pas si compliqué que ça. Donc on a fait, je pense, le plus difficile. Voilà. Maintenant, il va falloir piloter les comportements de nos éléments via cet élément crayon qui est ici. On va le redimensionner un petit peu. Voilà. Parce qu'il va y avoir plusieurs éléments qui vont se mettre dedans. Donc, l'idée, c'est de ne pas voir tout ce qui se cache ici et de tout contrôler. Quand on clique sur crayon, ben, on a des contrôleurs qui nous permettent de directement retravailler ici notre crayon. Donc je vais peut-être passer en affichage gros ligne pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Voilà. Donc on voit bien la subdivision qui est ici, donc c'est parfait. Alors j'ai juste peut-être revoir un petit détail. Voilà, il ne faut pas oublier qu'au niveau du cylindre, comme on va devoir texturer la mine plus tard ici, on va rajouter un segment de hauteur. Non, pardon, pas de hauteur. Un segment de couvercle, pardon. Voilà, pour avoir ici ça. Donc quand on convertira, on aura ici cette zone-là qu'on pourra sélectionner et sur laquelle appliquer une texture. Voilà, donc ça c'est prêt, c'est fait. Voilà, donc maintenant on peut fermer ceci, enfin on va laisser ouvert plutôt, mais l'idée ce sera à la fin de garder ceci fermé. Et on va ajouter ce qu'on appelle des données utilisateurs. Alors c'est très pratique, c'est comme si on customisait l'interface du logiciel pour faire en sorte de piloter les éléments. Donc ici, je vais sélectionner mon objet, je vais aller dans données utilisateurs et je vais faire gérer les données utilisateurs. Alors, on va créer un groupe et on va l'appeler crayon. Voilà, et je vais le sortir de données utilisateurs, comme ça il sera indépendant. Voilà, à l'intérieur de ce groupe, je vais ajouter donc longueur, qui sera la longueur de mon crayon. Alors l'unité, c'est pas du pourcentage, c'est du mètre, enfin c'est l'unité métrique, on va dire. Donc voilà, je vais mettre que le minimum ce sera 1, pour ne pas faire un crayon égal à 0, et le maximum, on va mettre 100. Et la valeur par défaut, donc mon crayon va faire 15 de longueur par défaut. L'étape c'est bien 1, et alors l'interface ce sera un champ d'entrée et un curseur, comme ici. Voilà, donc juste pour tester, ok, vous voyez maintenant j'ai un onglet crayon ici avec une interface que je peux manipuler. Elle est liée à rien pour le moment, donc ça on le fera après. Je vais d'abord ajouter les autres éléments. Donc on a la longueur du crayon, voilà. J'aurais peut-être dû préciser longueur hors pointe, voilà, puisque la pointe se cumule, voilà. Alors ensuite ajouter pointe, ou alors longueur de la pointe, voilà. Ce sera également du métrique. On va mettre comme minimum 1. On va mettre comme valeur par défaut 1,5. Et comme maximum, on va peut-être mettre 20. Euh, voilà. Donc on va aussi mettre un champ d'entrée comme ceci. Par contre, comme on va progresser par dixième, comme étape, on va pas mettre 1, on va mettre 0,1. Pardon. Voilà. Ok, donc maintenant, vous voyez, si je manipule, en fait, je vais par dixième, ce qui évite de partir directement dans des dimensions trop fortes. Voilà, hop, 1,5. Voilà. Alors ensuite, toujours gérer données utilisateurs, on va aller donc dans le groupe, ajouter, et on va dire nombre de côtés. Voilà, cette fois-ci ce sera un nombre réel. On va mettre comme valeur minimum de 3. De toute façon, ça n'existe pas, un cylindre avec deux côtés. Et on va mettre comme valeur maximale, bon 1000 c'est un peu beaucoup, on va mettre 100, voilà. Et valeur par défaut ce sera 3 également aussi. Et l'étape, on va laisser sur 1, c'est parfait. Et on va simplement laisser un champ d'entrée. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ensuite, gérer, voilà. On va ajouter, alors qu'est-ce qui nous manque? Voyons voir. Alors, je vais faire tricher un petit peu et retourner voir. Qu'est-ce qui me manque? Oui, le rayon, bien sûr, le rayon. Voilà, donc gérer, crayon, ajouter le rayon qui sera donc
aussi en métrique. L'étape, on va la mettre aussi sur 0,1 pour l'augmenter vraiment progressivement. Le minimum du rayon, ce sera, voyons voir, je crois que allez, en dessous de 0,1, c'est pas la peine. Voilà. La valeur par défaut, ce sera 0,4. Donc le rayon, c'est la moitié du diamètre, hein. Donc c'est pas la hauteur totale ici, c'est la moitié. Donc 0,4 fois 2, 0,8 pour le diamètre. Et alors bon, au maximum, on va mettre 10, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Ok. Voilà. Donc maintenant, on a ceci. Et alors, on va ajouter finalement les subdivisions. Donc pour rappel, là, je crée l'interface pour le moment. Tout ça n'est lié à rien du tout. Donc données utilisateurs, gérer, nouveau groupe. On va le sortir ici et je vais l'appeler avancé. Entrer ça dans la zone d'enregistrement. Avancé. Voilà. Et à l'intérieur de ce groupe, on va mettre donc subdivision. Division sans la pointe. Voilà. Et donc là, ce sera un réel. On va mettre en champ d'entrée flottant, comme ça. Voilà. On va mettre une étape à 1, une valeur par défaut à 1. Le minimum, ce sera 1 aussi, parce qu'il n'y a pas 0 subdivision. Et maximum, on va mettre 100. Voilà. Pour éviter que les gens mettent non plus mettent pas des valeurs trop élevées pour générer trop de polygones. Voilà, donc dans l'ensemble, tout ça a l'air d'être prêt. Donc je fais OK. Donc vous voyez, j'ai mon onglet avancé qui est là aussi maintenant. Et maintenant, si je retourne dans Xpresso, je vais pouvoir y accéder à partir d'ici. Donc je vais devoir zoomer un petit peu comme ceci pour gagner de la place. Ça écrase un peu les choses, mais voilà. Hop. Ici maintenant, si je clique sur la sortie pour ce nœud-là, vous voyez, j'ai crayon, mon onglet que j'ai créé, et j'ai mon onglet avancé. Alors crayon, je vais mettre longueur, hors pointe, je vais mettre longueur de la pointe, nombre de côtés, et rayon, voilà. Et je vais aussi prendre le avancé ici, subdivision, voilà. Donc je vais agrandir, comme ceci, qu'on sache quand même lire un petit peu ce qui se passe. Je peux te le sortir un peu comme ça, voilà, c'est pas très grave. Alors, on va commencer par notre cylindre, donc la longueur du crayon, c'est en fait la longueur du cylindre, la hauteur. Donc ici, vous voyez que la hauteur, après, je m'en sers pour la diviser, la multiplier, pour avoir la position de la spline, mais c'est pas grave. On peut aussi utiliser la hauteur, ici, pour la définir à partir de ce paramètre-là. Donc je vais prendre ceci, hop, longueur hors pointe, et ça, maintenant c'est ce paramètre-là qui pilotera la hauteur du cylindre. Donc si je retourne maintenant dans ma vue et que j'utilise ici mon réglage longueur hors pointe, et bien vous voyez qu'est-ce qui se passe, je redimensionne mon crayon comme ceci. Voilà, plus besoin de rentrer au niveau du cylindre et d'aller chipoter ici. On peut tout faire à partir du groupe qui est là. Alors on retourne dans Xpresso, maintenant la longueur de la pointe ce sera la hauteur du cône, donc ici j'agrandis. Je vais venir chercher caractéristiques de l'objet hauteur et hop, longueur de la pointe, clac. Voilà. Et comme j'avais mis les mêmes valeurs par défaut, normalement il n'y a aucun souci. Si je vérifie ici, pas de problème. Donc maintenant si je prends mon groupe et que je modifie la longueur de la pointe, je modifie la longueur de la pointe et ça marche. Voilà. On retourne dans Xpresso. Maintenant le nombre de côtés. Alors le nombre de côtés, ça va piloter à la fois le nombre de rotations, de segments de rotation du cône et du cylindre. Donc ici, caractéristique de l'objet, segment de rotation, caractéristique de l'objet pour ici, segment de rotation. Et on va mettre nombre de côtés pour ça, et nombre de côtés aussi pour ça. Voilà, vous voyez qu'ici j'augmente fortement le nombre de connexions, ça se complique, mais finalement au bout du compte, quand on fait pas à pas, ça prend son sens. Alors le rayon maintenant, ben, le rayon ça va piloter à la fois le cylindre et le cône, encore une fois. Donc ici, caractéristique de l'objet, rayon de la base, caractéristique de l'objet, rayon. Et je prends le rayon ici, hop, et le rayon ici, hop. Et finalement, les subdivisions, donc sans la pointe, eh bien, on va aller ici dans, caractéristique de l'objet, segment de hauteur, voilà, et hop, voilà, voilà. Eh bien, je peux dire que c'est quasiment tout. Voilà. Maintenant qu'on a fini ceci, testons un petit peu tout ça. Je prends mon crayon, j'ai mes deux onglets ici, parfait. Je vais
peut-être zoomer un petit peu en arrière. Vous voyez ici, je suis redescendu un nombre de côtés 3, j'allais sur 6, voilà. Donc là, je vois que ça marche bien. Voilà, je modifie mes valeurs et ça marche, aucun problème. Je modifie mon rayon, ça marche, aucun souci. C'était combien le rayon? 0,4, oui. Longueur de la pointe, voilà, aucun problème. Longueur du crayon, voilà, avec un minimum de 1, voilà, comme ici. Parfait. Et les subdivisions, ça marche. Voilà. Donc maintenant qu'on a configuré notre crayon, je disais, je suis un peu rhumé, mais donc voilà, quand on a créé notre crayon, par exemple, on va dire qu'il va faire 18 de long, voilà, et que la pointe, elle va être un peu plus petite, 1, voilà, comme ça. Et par contre, comme rayon, on va mettre, je sais pas moi, 0,8, on va faire un gros crayon comme ceci. Voilà, et bien que on a notre crayon, eh bien on peut le sélectionner, aller dans Objet, convertir en objet. Donc là, on a l'original, on peut le cacher. Hop, alt-clic ici, voilà. Donc ici, j'ai une copie qui est maintenant constituée en fait d'objets polygonaux. Ça a été converti. Alors, j'ai plus besoin de la mospline, elle ne sert plus à rien. J'ai pas besoin d'Expresso ici non plus, pas besoin. J'ai pas besoin de ce tag là non plus, puisqu'en fait maintenant j'ai mes deux objets qui sont là et qui forment mon crayon. Donc je peux même les sortir tous les deux si je veux de ce groupe, voilà, comme ceci, et je peux les sélectionner par exemple tous les deux et faire clic droit, connecter les objets et supprimer. Donc maintenant ici je n'ai plus qu'un seul objet complet, et je peux par exemple le texturer. Alors je vais vite aller chercher les textures qui se trouvaient dans mon exemple, ici, hop, copier, hop, coller, voilà, et donc je vais me passer en mode polygonal, prendre mon cône, ici, mon objet, je vais renommer peut-être crayon, ce sera un peu mieux. Et je vais sélectionner ici par boucle, sélectionner ceci, et je ne vais pas oublier aussi de sélectionner ceci. Hop, barre espace, shift, hop, voilà, comme ça j'ai mes deux éléments qui doivent recevoir pardon, la texture mine. Voilà. Et je vais enregistrer ça dans une sélection, donc hop, sélectionner, enregistrer la sélection, et je vais l'appeler mine. Voilà, je désélectionne mon tag, je reviens sur mon objet. Maintenant, je vais reprendre sélection par boucle. Je vais prendre cette boucle ici et je vais prendre aussi hop, la boucle qui est là, donc Shift. Voilà, et ça ce sera le bois du crayon. Donc, hop, sélectionner, oups, pardon, enregistrer la sélection et je vais l'appeler bois. Voilà, et c'est tout. Parce qu'après, là, pas besoin de sélectionner, ce sera la première texture qui sera appliquée. Donc, ici. Voilà, je désélectionne tout, je repasse en mode objet, et je vais d'abord mettre la texture de mon crayon, de ma peinture de mon crayon. Ouais, je vais mettre pour changer en vert, voilà, comme ceci. Oups, je les ai toutes mises, pardon. Voilà, vert. Donc bien sûr, par défaut, tout mon crayon est vert, mais on va changer ça. On va ajouter la texture du bois, mais on va lui dire de se limiter à la sélection bois, voilà. Et on va prendre la texture de la mine, et on va lui dire de se limiter à la texture, à la sélection, pardon, mine. Et voilà, j'ai mon crayon ici qui est prêt, quasiment prêt, voilà, à être utilisé. Voilà, peut-être juste faire un petit détail pour terminer, c'est de bien mettre le point d'ancrage à la fin, parce qu'en général, quand on fait pivoter un crayon, c'est sur sa pointe. Donc ici, on va prendre l'outil axe, on va activer le magnétisme, on va tirer l'axe jusqu'à ce que, oups, voilà, il soit ici magnétisé sur la pointe du crayon. Je désactive le mode axe, je désactive le magnétisme, et maintenant, si je prends la rotation, eh bien, je fais pivoter mon crayon sur sa pointe. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je crois que c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a appris des choses. Je voulais quand même que ça reste relativement simple. Donc voilà. Donc vous voyez que en fait, grâce à ce système, on peut avoir un petit générateur de crayons. Il y aurait moyen de le complexifier hein, en rajoutant peut-être des paramètres. Là, c'est resté relativement simple. Et voilà. Après, il n'y a plus qu'à convertir et on peut voilà, avoir des crayons différents très rapidement grâce à un peu d'expresso et à un peu d'organisation. Voilà, à bientôt.